Second débat de ce Sens Public, je vous propose un gros plan sur l'été des festivals. Les plus réputés sont frappés de plein fouet par l'inflation, notamment les cachets délirants de certaines stars internationales. Et les plus modestes ont eux aussi du mal à boucler leur budget. Résultat, des rendez-vous culturels qui passent leur tour, d'autres qui sont contraints d'augmenter le prix des billets, comme au festival Pop Rock de Beauregard. On est dans l'été des festivals au programme de ce Sens Public avec Michel Guérin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef au Monde, auteur d'une chronique hebdomadaire sur la culture. Sylvie Robert, bonsoir. Sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente de la commission de la culture au Sénat. Antoine Pecker, bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste spécialisé dans l'économie de la culture et auteur de ce livre, cet atlas de la culture, publié aux éditions Autrement. On est également en duplex avec Pierre Gendronneau, le directeur délégué du Festival d'Avignon. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, Émilie Zapalski est restée à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Sylvie Robert, on va parler du Festival d'Avignon. Vous en revenez, vous y étiez il y a voilà, quelques jours, quelques heures. Les autres festivals, un mot des autres festivals. Est-ce qu'effectivement, vous avez des retours des territoires, d'une fréquentation qui se maintient ou qui augmente cet été ? Oui, alors on est quand même à plus de 7000 festivals aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment... Alors oui, j'ai lu tous les chiffres, j'ai lu 6000, j'ai lu 7000, j'ai lu 8000... Entre 7 et 8000, mais vraiment, et vous avez raison de dire, il y en a qui disparaissent, il y en a qui se créent, c'est vraiment... Mais ça reste quand même, on va dire, une sorte de marque de fabrique de notre pays. On aime, et c'est beaucoup la saison estivale, même si de plus en plus de festivals... mais on y reviendra pour les raisons qu'on vient d'énoncer, commence à se dire que ce serait pas mal dans l'année de donner des rendez-vous au public. Mais globalement, voilà, c'est quand même un moment attendu et je pense que ça va être une année assez exceptionnelle parce que l'année dernière, il y avait déjà encore un peu la baisse. Hein, les pratiques culturelles des Français n'étaient pas encore complètement revenues comme avant le Covid. Maintenant, on le voit quand même dans les salles, même s'il y a entre 20 et 30% de baisse de fréquentation, mais c'est pas partout. Salle de spectacle ou salle de cinéma ? Salle de spectacle. Mais globalement, sur les festivals, je pense qu'on va avoir une belle saison estivale et les chiffres sont au rendez-vous. On va beaucoup parler de l'inflation dans ce débat et je vous propose un premier élément, une question posée par, c'était au Sénat, hein, c'était au mois de mai dernier, posée par la sénatrice LR des Ardennes, Else Joseph. Écoutez. En raison d'une succession de problèmes liés au contexte, mais pas que, les spectacles doivent réduire leur taille pour éviter une déroute financière. Ainsi, la récente poussée inflationniste, avec en particulier l'augmentation des prix de l'énergie, qui ont été multipliés par 3, voire par 4, a conduit à des situations compliquées. Les saisons ont été raccourcies et on déplore beaucoup d'annulations. Le syndicat national des scènes publiques a annoncé plus de 100 000 spectateurs perdus pour cette année. Où en est-on réellement ? Alors Sylvie Robert, je reviens sur ce chiffre, 100 000 spectateurs perdus pour cette année. Je ne sais pas s'il est encore vrai un mois et demi après, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire des festivals qui décident de passer leur tour en quelque sorte cette saison parce que c'est trop compliqué. Ça s'explique comment ? Là, ce que disait ma collègue, c'était, elle parlait beaucoup des salles hein, et des programmations. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait plus que des festivals. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on était dans la, effectivement, avec le coût énergétique, etc. Mais alors on n'a pas écouté tout le son, pardon, mais elle parlait des festivals. Hein. Là, on a l'impression qu'elle parle que des salles de spectacle. Mais alors, elle parlait des salles de spectacle parce que c'est un vrai sujet. Il y a eu des moins de spectacles parfois ou des programmations qui ont effectivement vu leur spectacle baisser. Sur les festivals aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai eu là, puisque effectivement je reviens d'Avignon, c'est 25% supplémentaires de coûts supplémentaires. Ah oui, sur la 25%. Ouais. Alors ça peut France Festival, donc c'est à mesurer ça et dit très clairement, ils feront le bilan après, mais que quand même beaucoup sur les festivals qui ne sont pas subventionnés, on a parlé des jauges tout à l'heure, il y aura quand même beaucoup de déficits. Et ils annoncent déjà des déficits. Ouais. Donc c'est un sujet important, mais je ne suis pas certaine qu'ils aient pour autant réduit leur format. Oui, voyez, ce qui est normal. Ils ont parié sur un retour du public et je pense qu'ils ont raison. Ils ont Antoine sur le contrat d'exclusivité, hein, vraiment. Alors, mais alors, c'est quoi exactement ? Pourquoi ça pose une question importante pour vous ? À partir du moment où on organise une tournée,
ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller dans différents lieux qui ne sont pas si loin que ça. Quand vous avez un contrat d'exclusivité sur un artiste, sur un festival, il va prendre l'avion avec toute son équipe, il va aller dans un festival, je ne cite pas, mais et puis terminer. Parce que l'exclusivité... Il fera une date dans un pays et ensuite il va devoir faire des milliers de kilomètres. Oui, mais ce sont des festivals privés, non? On est d'accord? Il n'y a pas de subvention? On est d'accord? Enfin oui, non, il n'y a pas de subvention. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, question justement sur les... On peut avoir des pratiques un peu vertueuses. On peut aussi... quand même, allez voir les pratiques vertueuses des festivals quand il y a la compétition. Oui, mais Michel Guérin, tous les secteurs sont en train d'essayer de devenir un peu plus vertueux. Donc pourquoi la culture ne pourrait pas se jouer? Mais je suis pas d'accord. Je pense que par exemple, c'était pas un débat sur l'impact écologique des festivals. Les vieilles charrues que je connais bien, c'est dans ma région. Je pense aussi au Festival Avignon parce qu'il y a ils ont des enjeux et Thiago Rodriguez vraiment là a à cœur de travailler aussi sur cette dimension-là. Je pense qu'il y a des pratiques vertueuses, il y a des dispositions à prendre et il y a déjà beaucoup de festivals qui commencent à mettre ça en place. Je suis totalement d'accord. Je veux dire, c'est que c'est pas sûr que ça va se faire. Ok, allez, je reprends la main. Pardon, mais là, je voudrais qu'on revienne aux dimensions business et notamment à cette question des subventions, parce que elle est liée à la question des cachets et notamment des artistes internationaux. Non. Alors, justement, j'ouvre le débat. Moi, on a retrouvé. Alors, ça date de 2017. C'est le magazine Capital qui nous donnait une liste de festivals, ce que coûtent les grands festivals de musique de l'été aux contribuables. Et on a Printemps de Bourges, Solidays, Francophonie avec plus d'1 million d'euros facile de ce que coûtent ces festivals aux contribuables. Est-ce que, je ne sais pas si on en est toujours là, 6 ans après, voilà, je suis transparent, c'est des chiffres de 2017, on n'a pas forcément trouvé le mieux. Est-ce que, Sylvie Robert, il y a aujourd'hui de grands festivals qui touchent beaucoup d'argent public et qui versent de gros cachets à des artistes internationaux? Et est-ce que c'est logique pour vous? Non, je ne pense pas que ça soit le cas. Et tant mieux. Parce que je pense que... alors, de quoi parle-t-on? Si on parle du Festival d'Avignon, c'est un festival subventionné. Par l'État et les collectivités territoriales. Bien sûr, ils ont des financements privés, mais globalement, c'est un festival subventionné. Si on parle des Vieilles Charrues, c'est un festival entièrement privé, avec des grandes têtes d'affiche. Et heureusement, il peut y avoir un accompagnement public sur, par exemple, la scène émergente, mais extrêmement... c'est rien par rapport à l'ensemble du budget du festival. Donc, je pense qu'il faut... Et il y a des festivals qui sont dans une mixité de financement, vous en avez cité, où il y a un certain nombre de collectivités, voire même de l'État, encore que l'État, vous savez, il est sur la question des festivals. Il y en a très peu qui sont aujourd'hui aidés par l'État. Il n'est pas bon, l'État, sur la question des festivals. Pardon ? Il n'est pas bon, l'État, sur la question des festivals. Il y a eu cette enveloppe de 10 millions d'euros qui a été dégagée sur la dernière loi de finances, que j'espère... Ce qui est rien. Qui est rien. C'est le fonds festival, c'est ça ? C'est le fonds festival de 10 millions d'euros qui, j'espère, va être pérennisé sur la loi de finances 2023, mais 24, pardon. Mais c'est beaucoup les collectivités. Et les festivals que vous avez cités, c'est beaucoup les collectivités territoriales. Alors, sur des actions qui mènent et ça pose la question sur l'accompagnement d'artistes, de l'impact régional d'un festival. On va aussi parler, je voudrais entendre Sylvie Robert sur ce fonds festival et sur on va dire la ventilation. Est-ce que cet argent devrait être plus équitablement distribué d'après vous? Ou est-ce que c'est, je reprends un peu ce que vous disiez, finalement l'État qui promeut une culture élitiste? Je schématise volontairement. On va refaire l'histoire des politiques culturelles dans ce pays depuis 40 ans. Alors là, on ne va pas avoir le temps. Mais non, mais c'est aussi l'histoire. Oui. Moi, je voudrais l'histoire d'Avignon, l'histoire aussi d'Aix. Il y a une part d'histoire dans cette... Après, on est aujourd'hui au XXIe siècle. On se dit qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques forts où la culture doit, je dirais, jouer un rôle très important. Quand Pierre dit ce festival, en tout cas le projet de Thiago Rodriguez est de faire en sorte que le festival d'Avignon ne soit pas seulement réservé à ceux qui viennent passer 3 jours, 4 jours pour voir des spectacles, mais doit aussi s'adresser aux habitants d'Avignon et aux habitants du département du Vaucluse. C'est un sacré défi. Mais donc ça veut dire que ça n'a pas été fait auparavant. Il y a cette volonté-là. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des leviers... C'est quand même quasi impossible à faire. Il faut quand même ça fait 40 ans qu'on dit la même chose. Voilà, non mais c'est pour ça que le rapport de la Cour des comptes, il ne fait que confirmer ce que tous les rapports disent depuis 30 ans sur le public du théâtre. Je ne vois pas pourquoi ils arriveraient dans ce coup. Des leviers à mettre en place qui sont...
qui doivent être puissants, d'anticiper en amont, de travailler avec les... Et ça, c'est un travail que les festivals aussi doivent mener, comme les structures. J'entends, Madame la sénatrice, l'argument historique, mais là, on parle d'un fonds festival qui était une sorte de fonds d'urgence après une situation post-Covid. Donc là, est-ce que cet argent-là, il n'aurait pas fallu, au contraire, plus le ventiler? Je voudrais dire une chose, c'est que je ne connais pas la ventilation de ces 10 millions d'euros. Oui. Je ne sais pas comment, à ce jour, ils ont été ventilés. Sur quels critères? Qui en a bénéficié? Parce qu'ils ont été dispatchés dans les DRAC. Donc, je ne sais pas du tout. Direction régionale. Il y a une opacité totale. Il y a même une mission actuelle sur les festivals. Moi, je vais demander à un moment, pour préparer la loi de finances 2024, voir comment cet argent a été ventilé. Ce qui serait extrêmement périlleux, c'est que des festivals aient bénéficié d'une part de ces 10 millions, quelques milliers d'euros, et qu'en 2024, ce soit terminé. Si on commence à structurer un projet, il faut à un moment le structurer dans le temps. Et le problème du temps, c'est ça. C'est que ce n'est pas des one-shot tout le temps. C'est les données socio-économiques qui manquent depuis... on parlait de l'histoire des politiques là depuis 40 ans. C'est vrai que ça manque. Il faut documenter vraiment maintenant ces sujets-là, et j'espère que le CNM, on verra sur la taxe streaming, mais aura les moyens de le faire. Mais sinon, il y a quelque chose de bon sens. Quand on parle d'Avignon ou d'un autre festival, c'est évident que vu les centaines de milliers de spectateurs qui viennent, ils mangent, ils dorment, ils consomment, il y a un impact économique. Ça, c'est clair. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, même pour le monde culturel, les conséquences économiques d'un événement, quel qu'il soit, ça n'est plus un tabou. Ça l'a été pendant d'années. Il ne fallait pas dire que ça avait un impact économique parce que c'était justifier la culture, non pas par la question de la relation à un spectacle, à l'art, etc., mais parce que finalement, ça rapportait. Maintenant, je pense que on a un peu dépassé ça. Pour autant, vous allez voir, et moi je le disais tout à l'heure, les JO l'année prochaine, qui vont impacter cette saison-là, et on commence à en mesurer vraiment un certain nombre de... On mesure les difficultés qui restent, il y a des choses qui sont réglées, mais il y en a énormément qui restent à venir. Moi, je l'ai mesuré au Festival d'Avignon, on en parlait avec les organisateurs. Personnel technique, il n'y en a plus. Ça coût matériel et matériel, ça va être très difficile. Parce que finalement... Les forces de l'ordre qui peuvent plus... Alors, forces de l'ordre, je ne voulais pas parler de la sécurité parce qu'on est en train... Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que... c'est de se dire que, oui, on est dans un pays où il y a plein de festivals l'été et on va avoir les JO pendant cette même période et qu'à mon avis, il aurait fallu anticiper le fait que, oui, on a besoin... comme disait Michel Guérin, en local de ces événements, mais aussi, bien sûr, de cet événement exceptionnel que sera les JO de l'année prochaine. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Antoine Pecker, votre atlas...